Allons-y. D'abord, nous avons là 3 personnes. On ne va pas donner votre âge, on va juste préciser que 8 ans séparent le plus âgé du second, 8 ans séparent le second du troisième. C'est un scoop, ça. Hein? Voilà. Donc, effectivement, il y a des demi-générations, il y a des choses comme ça qui peuvent peut-être dérouler. Et nous les prendrons dans le désordre. On ne va pas commencer par l'aîné, on ne va pas commencer par le plus jeune. Donc, on va commencer peut-être par Stanislas. Bonjour Stanislas. Bonjour. Quand on n'a pas le micro, on ne peut pas parler, François. Mais quand on l'a, il faudra parler. D'accord? Parce que nous verrons qu'il y a aussi parfois des caractères plus ou moins taiseux. Ça dépend des jours, en plus. Et ça dépend des heures. Stanislas. Stanislas, si quelqu'un est légitime ici, évidemment ils le sont tous, mais presque plus que tous les autres dans un festival qui se revendique autour de la ligne claire, c'est bien Stanislas. Stanislas, au point d'ailleurs d'avoir été un auteur, un héritier, on peut le dire, vous revendiquez d'être un héritier d'Hergé? C'est ma principale influence, héritier. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu trop lourd à porter d'être héritier d'un bonhomme comme Hergé. Non, c'est une de mes principales influences. C'est vrai, depuis très tôt, depuis toujours, j'ai apprécié Hergé, j'ai connu et découvert plein d'autres bandes dessinées, plein d'autres styles, plein d'autres facettes possibles de ce média qui était très très riche. Et avec l'âge, je reviens vraiment vers Hergé, la première influence qui devient, qui s'impose de plus en plus en moi. Et encore aujourd'hui, quand je vois son travail et que je travaille à mon tour, je suis sur ma planche, je n'arrive pas à comprendre comment il réussissait ce qu'il a réussi, comment tout ce qu'il réussissait à mettre dans une case, dans une planche, son travail était extraordinaire et toujours inégalé, à mon avis, aujourd'hui, en termes d'efficacité et de merveilleux dessins. Quoi. Et je pense surtout à la bonne période d'Hergé. Enfin, bon, là, bon, on discute un peu, mais Stanislas, non seulement héritier, moi je le dis, je ne le dis pas, mais bon, on peut le dire, héritier d'Hergé, mais adoubé en tant que tel, les bons ouvrages qui parlent du maître Hergé ont une couverture signée Stanislas. C'est toujours un point de repère. Quand vous allez... il faut savoir quoi, on vend combien d'ouvrages d'exégèse, d'analyse, d'introspection autour d'Hergé, je sais plus, 200, 300, 400... Des centaines, si je les avais toutes illustrées, je serais un homme riche. C'est pas du tout le cas, mais... Les moulazards, on pourrait les appeler aujourd'hui, sont très très tatillons et refusent absolument... Tatillons même, tatillons. Refusent absolument l'utilisation du moindre dessin d'Hergé. Donc peut-être un peu trop loin dans cette protection de l'image. Et donc il y a plein d'éditeurs qui ont commencé par se tourner vers moi. Et donc j'ai effectivement dessiné quelques couvertures qui ont eu une certaine efficacité, mais ça fait un peu boule de neige. Et maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à systématiquement me demander de faire ces couvertures. La légitimité, vous l'avez également acquise le jour où vous avez, avec Fromental et habitué des lieux, je ne sais pas s'il est là parmi nous ce matin, et José-Louis Boquet, co-signé, dessiné Les Aventures d'Hergé, c'est-à-dire une bande dessinée qui raconte la vie d'Hergé par scénettes, par moments. D'ailleurs, ce sont des aventures que vous enrichissez régulièrement de nouvelles scénettes et qui, pour le coup, sont passionnantes parce que c'est à la manière de, ou en tout cas une évocation d'une vie à travers la manière dont on a pu voir ici et là dans les albums d'Hergé les aventures de Tintin, Haddock et Lily. Oui, c'est aussi pour ça que je dessine les couvertures des livres de Tom Verpin, puisque je suis le dessinateur d'Hergé. Donc, moi qui suis collectionneur de planches originales, entre autres, je n'ai hélas aucun dessin d'Hergé. J'ai réussi à trouver, par le biais d'un oncle qui avait écrit à Hergé, une lettre d'Hergé avec le beau papier en tête du studio Hergé et sa signature, et puis son corbeau tapé à la machine et tout.
Mais par contre, chez moi, j'ai plein de planches d'Hergé. Je n'ai pas de planches de Tintin, mais j'ai des planches d'Hergé que j'ai dessinées moi-même. Vous avez redessiné les planches des albums? Non. Ah. Les aventures d'Hergé. D'accord. Sur des planches d'Hergé. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Stanislas, que je trouve tout à fait réussi, enfin des scénaristes aussi, mais non, il est réédité régulièrement, je crois. Non les aventures d'Hergé. Oui, on est en train actuellement de boucler une 5e édition. Ouais. Enrichi? Exactement, enrichi, puisque à l'origine, quand le projet a été lancé par Bocquet et Commental, il y a déjà bien longtemps, les éditeurs ne voulaient pas les suivre, il y avait trop peur de Boulazard. Et donc il a fallu trouver un éditeur capable de se lancer dans la bagarre sans peur. Et ils ont trouvé Yves Boniface, tout petit éditeur parisien, qui leur a dit moi je fonce, ça me plaît, j'ai rien à perdre. Et en plus, je connais. C'était Reporter, les éditions Reporter. Je connais un dessinateur qui fait l'affaire, il pensait à moi. Et donc, Bocquet, je le connaissais puisqu'on avait travaillé ensemble, il était mon éditeur pour Victor Levallois, où j'imagine associé. Et Fromental, je le connaissais surtout de nom, j'étais très impressionné par ce géant de la bande dessinée qui était. À tous les sens du terme. Voilà, qui était rédacteur en chef de Nickel Orient, qui était une revue qui était très importante pour moi. Donc j'étais ravi à mon tour de me lancer dans la bagarre. Et comme on était partant, on était parti, on avait peur de rien, mais on était prudent malgré tout. Et donc les petites scénettes dont vous parliez, les petites chroniques qui ont été éditées à l'époque, en 1999, étaient toutes assez consensuelles et prudentes. Moi-même, quand j'ai pris le chantier en main, étant passionné par Hergé depuis toujours, j'avais très souvent été très gêné par tous les coups de bâton que prenait Hergé, sans cesse, oui, c'est un facho, etc. Enfin, j'étais tout le temps en train de le défendre, que ce soit aux arts appliqués quand j'étais étudiant ou ailleurs. Quand j'ai entrepris cette bande dessinée, j'avais presque une mission en moi, c'était de défendre l'image d'Hergé. Sincèrement, sans calcul, vraiment je voulais défendre l'image d'Hergé. J'étais une sorte de dernier rempart, d'ultime rempart dans ce travail. Il y avait d'abord celui de Bocquet et Florentin, qui était prudent, comme je l'ai dit. Et moi, avec mes dessins, je respectais tellement le bonhomme que j'ai vraiment essayé de le défendre là où il fallait qu'il soit défendu, notamment pour sa collaboration passive pendant la guerre, etc. J'ai essayé d'être. Il y a notamment une case où on le voit serrant la main, enfin discutant avec un officier nazi de la censure. Je crois que sur le texte de Bocquet et Florentin, c'était discuté presque jovialement avec lui. Moi, je l'ai fait au contraire, ne lui serrant pas la main et très en retenue. Mais, avec le temps, en enrichissant l'album, comme l'album est sorti et que les ayants droit n'ont rien fait, ils n'ont rien pu faire parce que on fait mal, on fait une biographie qui est tout à fait légale. pour ceux, je fais juste une parenthèse, on le sait à peu près de manière maintenant un peu répandue, mais pour ceux qui ne sauraient pas, les ayants droit d'Hergé, c'est comme Voldemort dans Harry Potter, hein, c'est ceux dont il ne faut pas prononcer le nom et qu'il ne faut pas trop approcher parce que c'est presque dangereux. Oui, c'est pour ça que je les appelle malicieusement les Boulazard. Mais bon, c'est vrai qu'ils n'ont rien fait. On n'avait rien fait de mal. Donc on avait écrit une biographie sur Hergé, ce qui est légal, et on n'avait utilisé aucun dessin d'Hergé puisque j'avais tout dessiné. Et troisièmement, on n'a pas été diffamant du tout. On a même été, j'ai même été avec mes dessins très gentils avec Madame Hergé. La principale était un côté de retour. Alors, question posée, puisqu'on entend ça, question posée par François Hérol, y a-t-il eu des retours de la part de Moulinsart? J'ai eu aucun retour officiel, on ne s'est jamais rencontré, mais Benoît Mouchard a fait. Benoît Mouchard, qui est aujourd'hui l'éditeur de Casterman, directeur de l'éditorial. Voilà, à l'époque, il était tout genou, avait fait une petite interview de Fanny Renjouet sur justement le thème des biographies écrites sur des femmes.
Et elle a répondu, elle était assez énervée, agacée, elle s'entendait assez facilement sur tel ou tel ouvrage qui n'était pas assez respectueux, qui faisait des bêtises, etc. Et puis bon, à la fin de l'interview, un peu pour conclure l'entretien, Benoît Bouchard me demandait les aventures Berger de des Florentins Stanislas, c'est pas pensé. Et elle a répondu, oh, oui, ce sont des jeunes qui ont fait ça, c'est sympathique, c'est gentil, on s'est posé la question avec nos avocats, mais bon, il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. Hein. Ce sont des jeunes, c'est gentil. Son petit air de belge chic. Nous reviendrons avec vous sur la manière dont vous travaillez, parce que j'ai apporté, je n'ai pas pu avoir les aventures Berger, parce que il y en avait encore hier à la librairie, et ce matin, quand je suis passé pour m'en emprunter, il n'y en avait plus. Donc ces aventures Berger, vivement la 5. Donc j'ai terminé le tome de la 4e édition, que j'ai vendu à l'air. D'accord. Donc maintenant, nous attendons la 5e édition. Augmentée de quelle scénette, là, alors, de quel petit chapitre, de quel moment de vie? Eh bien, à chaque fois, je vous ai vu les Jean-Luc rajoute quelque chose, et tout se bougeant peut-être un petit peu, à chaque fois plus loin. Là, ça traite comment on pourrait dire, du côté homme d'affaires Berger, un peu sans scrupule. Bien. À travers une petite scénette qui date de 1921. Bon. Sur cette période d'adolescence. Nous avons hâte de découvrir. Oui, François. Du coup, ce bouchon à cause de révélations parce qu'ils sont Non, c'est tout ça, ce sont des faits connus depuis toujours. Et donc, voilà, pour brosser le portrait. Parce qu'ils sentent qu'ils sont dans une vie franche. C'est-à-dire que maintenant, puisque l'album a été de fait autorisé par Raymond Lazare, ils ne peuvent plus rien faire avant, ils sont coincés. Bon. Eh bien, puisque vous avez mis trop. Comme je l'ai toujours dit, je défends l'image Berger. Donc, c'est jamais trop méchant. Il n'y a pas de raison d'être trop méchant à Berger. Pourquoi être méchant? Il y a des personnages beaucoup plus critiquables dans notre 20e siècle. Bien sûr, Astapopoulos, par exemple. François Desrolles, vous-même, comment. Alors là, on vient de voir, on a dit effectivement que vous aviez esquissé votre passage à Stanislas dans les études, mais vous n'aviez pas d'ailleurs fait des études au tout départ de bande dessinée ou de. Non, parce qu'à l'époque, aux entreprises, ça n'existait pas, c'était même mal vu de longtemps. Et vous faisiez quoi? Vous aviez moi, j'ai passé 7 années aux entreprises, et puis les 3-4 dernières années, il fallait se spécialiser. Et moi, je me suis spécialisé en architecture intérieure et création de design. Je vous le fais dire parce qu'on y reviendra, c'est pas tout à fait un hasard, cela est très prégnant dans tout votre travail. François Desrolles, vous, c'est quoi votre parcours? Vous êtes. Moi, je pourrais reprendre en ce qui concerne les influences, parce qu'on va en faire l'histoire. Non, mais. Je suis passé par l'école anglaise, justement, l'école B, où la BD était à peu près bien considérée. Donc voilà, ça a duré 3 ans, par contre, c'était très bien. Et juste avant, faire des influences comme Stanislas, c'était pareil, c'était Hergé, principalement, Jacobs. D'une part, avant, c'est pour ça, dans le visuel, j'ai mis on en parlera peut-être après, des choses plus. Avant de découvrir des gens comme Munoz et Canif, qui ont beaucoup compté pour moi, donc c'est un autre versant de. Munoz, l'Argentin de Barcelone, qui avec Sampaio avait fait Alaxineur, qui ensuite a fait un beau travail, enfin un travail en noir et blanc très impressionnant. Canif, c'est Milton Canif, autre grand maître du noir et blanc, du travail autour de cette dualité très tranchée entre le noir et le blanc. Donc je le précise pour que on puisse. Donc moi, il y a un peu cette influence qui vient de temps en temps, ou suivant des projets en fait. Donc voilà, j'en ai déjà dans le cœur. Et c'est bien, non, mais c'est. Donc voilà, parce qu'on parlait d'Hergé, c'est sûr, Non, non, mais c'est sur vous. Et pour le coup, j'allais dire quelque chose qui peut vous réunir aussi, tous les trois, on y viendra aussi, c'est que vous avez
une production qui, souvent, enfin, en partie, est éditée chez des éditeurs confidentiels, des éditeurs importants, mais confidentiels. Il y a l'association, alors qu'il est à l'association, évidemment Stanislas, puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est fondateur, c'est fondamental dans le parcours, puisque Stanislas est un des co-créateurs de l'association, et donc une production à l'association. L'association qui est une structure de 6 auteurs en rupture avec leur temps en 1990, c'est-à-dire au départ, même si on est revenu, avec le 48 pages cartonné couleur, qui était la norme de la bande dessinée, et ces jeunes gens qui n'étaient pas en révolte, mais en rupture. Nous, on était, je pense, même pas en rupture, on voulait proposer des choses différentes de ce qui se faisait, on ne pouvait rien faire d'autre à l'époque. C'était effectivement, comme vous disiez, 44 pages couleur, on voulait vraiment montrer que la bande dessinée, c'était pas seulement ça, et qu'on pouvait faire autre chose. Mais on était tous aussi passionnés par Latin, Gilles Jourdan, Spirou, et un tas de grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée classique. Merci de m'avoir repris gentiment 44 et non pas 48. 44 pages cartonnées couleur. Il y avait donc à côté David P., Lewis, Jean-Christophe Menu, Guy Loffer, Mac Conture, Moquette au départ et Stanislas. Vous êtes dans cette mouvance-là, on peut le dire? Moi j'étais recul, j'ai pris 120 heures, qui m'ont peint, qui a un verre d'eau, un peu frais, qui m'ont... Bah oui, en fait, moi, j'ai fini mes études à Angoulême, je les ai rencontrés en fait, même pendant. Et ça s'est fait tout naturellement, j'ai trouvé une sorte d'espace, je savais que je pouvais développer certaines choses avec eux, quoi. Enfin, dans ce cas. Et Stanislas disait que nous voulions proposer autre chose que l'aventure classique, même si Stanislas, vous l'avez évoqué, on y reviendra, les aventures de Victor Levallois, super aventure. On est dans l'aventure classique, la plus RGL possible. En l'occurrence, proposer autre chose, c'était quoi pour vous, François Hérois? C'était continuer un peu ce que je faisais à l'école, c'est-à-dire expérimenter, comme on disait, essayer de trouver, de ne pas s'enfermer dans un genre, c'est sûr, et surtout explorer, tenter des choses, tout simplement. Dans quel registre tenter des choses? Tenter des choses dans le récit, tenter des choses formelles dans le dessin? Toutes les dimensions de la bande dessinée, c'est intéressant, c'est que l'on essaie d'exploiter au maximum des possibilités, on sait les possibilités, les conditions. Quand on évoquait différentes choses, regardez par exemple l'association a voulu casser les formats, et donc on a eu des albums plus ou moins grands, jusqu'à la collection Pattes de mouche, dont je vous montre là un modèle. La collection Pattes de mouche, qui est une collection de quelques pages, d'un récit. Là, celui-ci s'appelle Jean qui pleure. Vous avez dans le petit film quelques planches qui passent. C'est un jeu formel sur une posture de ce fameux Jean. Soit quand il rit, les moments sont très agréables dans la même posture, et quand il pleure, c'est redoutablement déprimant. C'est un principe d'itération peut-être en fait. Attendez, voilà, je voulais quand même demander dimanche matin, principe d'itération iconique. C'est là qu'on prend un élément d'image qui va être répété en partie dans une autre image. C'est un principe. Et oui, mais c'est vrai, et je vous invite à découvrir le travail de François Hérois là-dessus. C'est la semaine de la bande dessinée, d'ailleurs, si on pense à la section du héros. Non, mais tu as raison d'en parler, et nous avons là tout d'un coup, on voit émerger 3 personnes qui, ce n'est pas le cas de tous les auteurs de bande dessinée, 3 personnes qui réfléchissent à leur art. Et si, alors, il y a des gens qui font de la bande dessinée comme M. Jourdain, sans savoir qu'ils en font quasiment, et sans même réfléchir à ce qu'ils font. En revanche, vous faites partie de ceux qui se posaient constamment des questions sur la manière. J'ai le sentiment que c'est aussi une question d'époque, quand on disait la BD, quand on était petit, quand on était illustré, c'était effectivement des gens qui faisaient ça comme d'autres vont aujourd'hui.
des gens qui ont créé des choses là-dessus. Et nous, on a vu ça, on s'est gavé de ça, puis après on fait des études d'art appliqué, etc. Et donc, par rapport à ça, en tout cas, j'ai vu, à chaque fois que je fais un dessin, une bande dessinée, j'ai au-dessus de ma tête le monstre sacré d'Amélie qui je regarde. C'est un peu pesant, mais je crois obligé d'essayer de faire quelque chose de vraiment. Je fais ça par rapport à ce qui a déjà été fait par ces gens-là. Eux n'avaient pas ce problème-là, parce qu'ils arrivaient, il y avait personne avant eux. Très peu ou quelques dessinateurs vraiment d'avant-guerre, des trucs intéressants. Vous avez ce poids sur les épaules ou c'est un jeu? Vous aimez le jeu? Oui, c'est vrai, je pense. Mais je pense aussi qu'autrefois il réfléchissait, mais il ne le disait pas. C'est aussi. Je pense que Franquin, il faisait beaucoup, il était beaucoup, mais en même temps qu'il faisait, il y avait une réflexion dans son dessin. Philippe qui relève intervenir. Stanislas, juste parce que tu disais qu'avant les gens faisaient des choses pas forcément très intéressantes. Regarde Crazy Cat ou des années 1920, tu vois, c'est des choses qui sont. Que ce soit en Amérique ou en France, oui. Ne serait-ce que pas change, ça dégastine. Oui, absolument, non, il y a plein de choses. Pas dans un blanc qui est mon grand modèle avec l'énergie. Mais qui, en l'occurrence, ce que disait Stanislas, c'est que ces gens-là ne formalisaient pas, ne réfléchissaient pas sur leur art, ils faisaient. Tout à fait, le travail de Saint-Ouen, c'était très connu pendant les deux guerres, c'était ça. Mais lui, c'est ça pour amuser les enfants, c'est tout. C'était pas reconnu comme les auteurs de le sont aujourd'hui. Philippe Petit-Roulet, vous, comment êtes-vous arrivé à la bande dessinée? J'ai vu que les premiers travaux, finalement, étaient parus dans une revue qui s'appelait Zinc, et que j'ai, à l'occasion des recherches, vu plusieurs fois qualifiée comme première revue underground de BD en France. Oui, mais ça on monte dans le temps, mais. On était dans quelles années là? C'est les années 70, en fait. Moi, j'y ai travaillé en 74, 75. Je suis arrivé à la fin du journal qui a disparu assez vite. Mais ce qui frappe un peu en écoutant les amis, c'est je me sens moins, dans ce monde de la bande dessinée que moi j'ai lu beaucoup Spirou quand j'étais gamin, qui était un plaisir. Après, j'ai un peu oublié ça. Moi, quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est quand. Parce que je suis plus âgé, donc moi, j'avais 15 ans en 68, donc j'ai subi la vague après, quoi. Et moi, j'étais un lecteur fasciné de Harakiri, Charlie Hebdo, Harakiri Hebdo, qui est devenu Charlie Hebdo. Et donc, quand j'avais, en tout terrier, à l'époque, je devais avoir 19 ans, j'étais sonné chez eux, bon, et Volaski m'avait reçu gentiment, il m'a dit non, je te passe pas ça, mais va voir les gens de ça. Donc, je leur remercie ce bordel, parce que bon, effectivement, après, j'ai commencé à dessiner comme ça. Après, je travaillais avec Louvert, qui était un autre, qui était un journal écologiste. Ces années-là, où on vivait en communauté dans le Charolais, pas loin de Lyon, ça a duré 3-4 ans, où je faisais en même temps la maquette du journal et des dessins. Donc, je sais pas comment dire, moi j'ai eu une carrière un peu au gré du vent. En fait, j'ai pas l'impression de maîtriser grand-chose. Les choses m'arrivent, des choses bonnes, des choses moins bonnes, et enfin je me maintiens mon petit bateau comme toujours. Et c'est un bateau qui oscille de la bande dessinée, j'allais dire presque de loin en loin maintenant. Oui, certes. Okay. Même s'il y a un album relativement récent, puisqu'il a un an. Même pas, presque. Voilà, qui s'appelle L'ombre de moi-même, Martini et Petit-Roulet. Martini étant un scénariste avec lequel vous avez fait compagnonner un certain nombre de fois. J'ai travaillé avec lui, parce que je ne sais pas si, à mon avis, il y a peut-être d'autres exemples, mais on a quand même une manière de travailler assez particulière, parce que c'est un fils de médecin, donc il écrit une phrase, il a beaucoup de mal à se relire après. Donc depuis le début, lui marche ou est assis, moi je suis plutôt à un bureau, et je suis sa secrétaire, son coach, son assistant. Non, mais souvent, tout vient de lui, il a souvent avec une idée, mais bon, il est incapable de travailler sans moi, donc on a vraiment, c'est comme une collaboration très, comme un couple en fait. Donc voilà, donc effectivement, toutes les bandes dessinées, sauf les tout débuts, j'ai toujours fait avec lui.
Et sans faire de mauvais jeu de mots, effectivement, vous êtes ce genre de personne qu'on n'arrive pas à mettre dans une case, de bande dessinée ou pas, parce que même lui, Martini, il navigue entre cinéma, bande dessinée, c'est un peu... Oui, celui, il est plutôt réalisateur, enfin, il est réalisateur, le monde n'a jamais pu beaucoup grâce à moi, de droit d'auteur. C'est très très modeste, donc il fait d'autres choses dans lui. Mais si vous voulez, là où peut-être, effectivement, moi j'ai fait la publicité, donc je ne sais même pas comme font les dessinateurs qui font, parce que j'ai eu la chance, c'est vrai, de faire quelques grosses campagnes de publicité où d'un seul coup il y avait beaucoup d'argent, pas beaucoup de travail, du coup c'était amusant à faire. Donc voilà, après j'ai fait des livres pour enfants, j'ai fait des illustrations pour les magazines, donc je suis pas effectivement, je ne me vois pas comme un dessinateur bande dessinée dans cette case-là. Voilà. D'où mon explication sur la ligne discrète, c'est-à-dire celle qui n'est pas effectivement mise en avant dans les rayonnages. Mais vous êtes tous les trois des gens importants, et je crois que, alors on a compris un peu la génération, les 8 ans, c'est quelqu'un dont vous connaissiez le travail les uns les autres. Stanislas, vous connaissiez le travail de Philippe Petit-Roulet quand vous avez commencé ou quand... Quand je me suis mis à consommer de la bande dessinée, à acheter des albums, collectionner toute cette partie de la librairie, oui, Philippe Petit-Roulet assez rapidement était parmi le Cirque Flotte, par exemple, qui est ces albums. Je l'ai acheté, je me souviens, c'était les éditions Carton, je crois. Alors voilà, on prend un bal Dupuis, Casterman ou Dargaud, les éditions Carton. Qui a fait faillite immédiatement après, j'espère que je n'étais pas responsable. Et en l'occurrence, il y a un fil qu'on peut tirer. Quand je dis un fil, ce trait qui est minimaliste, peut-être quelque chose qui vous met en commun. Comme on disait tout à l'heure, effectivement, j'ai fait des études d'architecture intérieure et de design, et bon, il y a un truc qui m'a marqué à cette époque-là, qui me suit toujours, c'est le fonctionnalisme. C'est l'objet fonctionnel. Il est l'objet qui est créé par sa fonction, et seulement par sa fonction. Comme disait Marcel Dassault, un bel avion vole bien. Et c'est un beau dessin, il est efficace aussi. Il ne faut pas qu'il soit trop encombré de zigouillis, de rajouts. Comme disait Adolphe Loos, l'ornement est un crime. L'ornement est un crime. Et c'est vrai que bon, Hergé lui-même le disait, c'est une image où il y a juste le nécessaire pour raconter ce qu'elle doit raconter, mais pas plus. Et il y a un équilibre à trouver qui est très difficile et que je cherche toujours entre le dessin sec, un peu beau, et le dessin agréable à regarder. Philippe Petit-Roulet va très loin. Et lui, Petit-Roulet, c'est ça, c'est des choses dont j'aime bien. Il va vraiment dans ce cas très 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 loin. Il est très radical, quoi. Et ça, c'est formidable. Il va si loin que dans ces petits ouvrages qui sont des petits objets qu'on aime bien avoir dans la poche, par exemple, aux éditions Cornelius, Petit-Roulet a fait un petit livre autour de l'objet invisible. Et donc, à chaque image... C'est un abécédaire. Oui, c'est un abécédaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque image, l'objet qui compte, c'est celui qu'on ne voit pas. Vous avez poussé le minimalisme assez loin, là. Oui, mais c'est une philosophie, oui, et c'est comme l'érotisme, je préfère c'est ce qu'on ne voit pas qui est le plus important, quoi. Mais j'ai rien inventé, mais cette idée me plaisait bien. Il y a des solutions, parce qu'il y en a quand même qui sont un peu difficiles, donc il y a des solutions. Oui, ça m'a presque frustré de trouver des solutions, parce qu'il y en avait que je n'avais pas trouvé. Je suis pas sadique. Et je me disais, là, il y a quelque chose de très fort, et tant que je n'aurais pas trouvé, je suis bête. Oui, non, mais ça c'est notre problème. Et puis il y en a un autre qui est un peu difficile, qui s'appelle Botin Mondain, j'aime bien aussi, qui part bien du principe, pardon, mais avec des gens connus, je dirais, alors bon, il y en a qui sont plus ou moins faciles, et là il y a juste des éléments qui font qu'on a un portrait de quelqu'un, comme on sait toujours des icônes.
la couverture, c'est un personnage réduit à son bicorne voilà, oui, et à son manteau, et on comprend que c'est Napoléon immédiatement, parce que voilà, les gens sont réduits à ce qui est signifiant de leur personnalité ou de leur fonction, là encore. Vous disiez que vous aviez fait de l'illustration. Vous, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que si le grand public, une fois, j'y reviens toujours, je suis désolé, vous ne connaissez peut-être pas comme ça, vous avez fait le tour du monde. Vous êtes publié dans le New Yorker, vous êtes publié au Japon. Oui, enfin, vous savez, le New Yorker, ça fait 25 ans que j'y travaille avec par moments des trous, mais là, j'ai pas mal de trous, mais je fais surtout des toutes petites séries culantes. Dans le défilé, j'ai fait il y a longtemps, je trouve ça amusant, parce que j'ai fait que ces 8 petits dessins, mais là qui sont en énorme, qui font 5, 6, 2 sur 3, c'est des nuages. En fait, vous savez, ils appellent ça les spots, bon, c'est très particulier au magazine, c'est des tout petits dessins qui, voilà, alors ce recueil-là en prenait un grand nombre, c'est des tout petits dessins qui viennent un peu erratiquement comme ça dans le journal. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, avant, ils avaient comme ça un gros stock, et ils ont eu la bonne idée de demander pour chaque numéro à un seul dessinateur d'en faire 8. Donc il y en a qui peuvent raconter une histoire ou être plus graphique, parce qu'en fait, quand on raconte des histoires, c'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris que les dessins éventuellement se répondent, parce que c'est un peu anecdotique. Mais oui, j'ai travaillé pour... il y a ce journal, et puis ma femme est japonaise, donc grâce à elle, j'ai mis un tout petit doigt de pied dans le soleil levant, et je fais notamment depuis longtemps, j'ai fait pas mal de publicité là-bas, et là, depuis 6-7 ans, je fais une campagne pour Sutori, qui est un peu l'équivalent de Nicolas au Japon, avec des petits. Il donne un petit haïku, dont je parlais de Stanislas, que la femme traduit, et là, c'est toujours, il faut voir modérément. Vous voyez, c'est très poétique comme ça, il faut trouver un dessin qui correspond, c'est très agréable à faire, et donc voilà. Haïku, c'est un petit poème, un aphorisme très codifié, hein, puisqu'il faut un certain nombre de phrases, de vers, de pieds, mais effectivement, c'est pas étonnant que vous soyez, je ne sais pas, je ne dirais pas, c'est pas étonnant que vous soyez marié avec une japonaise, mais ce n'est pas étonnant que vous soyez apprécié au Japon. Parce que vous avez ce sens de lecture en partage. Oui, absolument. Et je parlais avec Stanislas, on parlait tout à l'heure avant le débat, et on parlait un peu de... J'ai découvert récemment, mais ça m'a fasciné parce qu'en fait, au Japon, il y a un monsieur qui s'appelle Keisai, qui était entre autres, il y en a beaucoup d'autres, mais lui c'est très ancien parce qu'en fait, c'était les années, c'était la Révolution française quand il travaillait, donc c'est le 18e siècle. Et il était très célèbre, il est toujours très célèbre au Japon pour, je ne sais pas le nom japonais, mais il faisait notamment, il y a plein de livres magnifiques de la faune, comme ça, les oiseaux, les insectes, et il faisait ça avec le moins de traits possible. Il y a la sauterelle, il y avait, c'était au pinceau, alors c'était de traits très aiguisés, un tout petit jus de couleur, et quand on voit ça maintenant, et se dire que ça a été fait en 1780, pour nous occidentaux, c'est très étrange, parce que c'est une modernité. Donc je trouve ça amusant, parce que finalement, oui, on la rencontre avec le Japon, c'est une grande fascination pour leur culture. On va passer auprès de François Hérol, parce que ce jeu que vous évoquiez, Philippe Petit-Roulet, d'une histoire, d'un dessin qui a qu'une lampe, mais qui répond l'autre qu'une lampe, je suis sûr que ça prend un écho chez François Hérol. Ce jeu, vous êtes un des pratiquants de l'Oubapo. L'Oubapo, l'ouvroir, de bande dessinée potentielle, déclinaison de l'Oulipo, c'est-à-dire que là où les Oulipiens travaillaient sur la langue, vous travaillez sur tout ce que sont les codes de la bande dessinée, tout ce qu'est la grammaire de la bande dessinée. Il y a un vrai plaisir de jouer avec ça chez vous. Le jeu, oui, en bande dessinée, je n'aime pas le jeu par ailleurs. Mais enfin, ça m'ennuie assez. Dans la bande dessinée, j'aime qu'il y a un truc qui joue l'éthique en tant que lecteur, enfin en tant que praticien déjà. Que je m'amuse, puis je préjuge du fait que si je m'amuse, le lecteur va s'amuser aussi. Et c'est juste qui revient, je pense, de temps en temps. Et donc, Oubapo, c'est un terrain de jeu, effectivement, de prédilection pour ça, parce qu'on joue justement avec la maternelle de la bande dessinée
Alors, vous avez peut-être entendu au début, je me disais quel est François Hérol que nous allons avoir, parce que la moitié des ouvrages, à peu près, de François Hérol, sont des ouvrages qui jouent sur le silence, et l'autre moitié, à peu près, sont des ouvrages qui jouent sur la langue, presque à profusion. Il y a quelque chose. Vous êtes assez insaisissable. Votre entourage. Je suis la fille facile, effectivement. Hein, oui. Votre entourage vous saisit, vous sait comment vous prendre? Non, toujours pas. C'est sérieux? Ce qui fait du rêve. Le désir. Oui, le désir, l'amour sans peine. Tiens, vous avez travaillé beaucoup sur. Vous réfléchissez beaucoup, l'amour sans peine, la manière de jouer là aussi sur le décalage. Tiens, c'est à quelque chose. Je réfléchis beaucoup sur ce, parce qu'on ne peut pas dire que le thème qui est pris là soit vraiment creusé d'une manière réfléchie. Non, si. C'est plus un prétexte pour justement développer une sorte de logorée, de personnages qui approchent ça de manière très scientifique ou on dirait décalé, désincarné presque. Pas désincarné, mais d'une manière sans sentimentalisme. Comme si c'était un sentiment qui était tout nouveau, les gens ne savent pas comment faire avec. Quels sont vos. Non pas vos influences, mais vos références, quels sont vos goûts? Vous avez des goûts, des rêves? Non. Est-ce que vous avez des auteurs fétiches, des cinéastes fétiches? Il y en a beaucoup, là. Je pense qu'on a passé des heures. Mais quand je parlais d'Hergé, ce qui était décisif, quand je parlais de aussi. En littérature, je ne sais jamais par quoi commencer, c'est toujours comme le livre qu'on doit prendre sur une désert, là, c'est une question horrible, je trouve. Est-ce qu'il vous faut une Après, par rapport à certains. Là, par exemple, dans ce cas-là, c'est peut-être. Curieusement, il y a des gens comme Coris Malki, qui pourtant pas du tout nerveux, hein, mais je sens l'influence quand je fais ça. Je sais qu'il y en a d'autres, je pense. Encore Coris Malki, nous parlons d'un cinéaste, sans doute pas qui est un cinéaste important, mais qui n'est pas le plus grand public qui soit, qui a un décalage, qui a une approche formelle qui peut être déroutante. C'est drôle qu'on parle de Coris Malki, parce que moi aussi je suis très intéressé par son travail, que je trouve magnifique, et notamment dans Perroquet, parce que les deux premiers tomes, j'ai été sérieusement en essayant de raconter mon monde contemporain, le monde dans lequel je vis. J'ai essayé de faire ça presque scientifiquement, en descendant dans la route, dans les photos, et très rigoureux. Et je me suis aperçu que ça n'a pas vraiment fonctionné. Souvent, on m'a dit oui, c'est chouette, ton travail, c'est un peu rétro. Je leur répondais bien, c'est pas rétro. Il y a des TGV, il y a des téléphones portables, etc. C'est pas du rétro, ça va. Ah oui, putain, je croyais. Bon. Alors, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à faire du contemporain très réaliste comme, je sais pas, Daudier peut le faire, par exemple. Daudier, avec sa série Jean-Pierre Jérôme, formidable jeu pour enfants et adultes d'ailleurs. J'étais un peu perdu et désappointé, je ne savais pas trop quoi faire, continuer ce que j'avais commencé ou changer de cadre. Et le travail de Coris Malki m'a vachement aidé. Et donc le top 3, ça part plus à du Coris Malki, alors que les deux premiers tomes, ça part plus à du Tavernier. Et donc là, je peux me permettre des libertés, de la poésie, du surréalisme, une liberté quoi, que je trouve que j'aime beaucoup dans les films de Coris Malki. Le Perroquet des Batignolles, c'était un feuilleton radiophonique de Bouju et Tardy qui était passé sur France Inter et qui donc a été mis en image par Stanislas. Il n'est pas très étonnant qu'il y ait eu une correspondance, des trouvailles entre Tardy et Stanislas. J'avais une question là, j'ai pas osé la poser jusqu'à présent, mais en réfléchissant au travail de ces trois jeunes gens, je me disais, avez-vous jamais eu le sentiment d'être jeune? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quoi que vous fassiez, qui non pas est daté, mais hors du temps.
Et vous venez de confirmer que même en essayant d'être le plus contemporain possible, les gens vous trouveraient trop. Curieusement, c'est terrible. François, on a souvent dit, en temps en temps, que c'était pas trop vieillot. Dans le temps en dessous. Et c'est vrai que j'ai un voisin qui a un retraité qui. Je sais pas. Si, c'est intéressant. Si, vas-y. Un jour, quand c'est connu, il avait des autres amis de son âge, il a eu un coup de nous. Il peut faire le garçon, par exemple. Mais effectivement, moi je vois le temps d'une manière plus mêlée. Je trouve que les choses se périment maintenant, il y a une sorte d'amnésie qui s'installe de génération en génération. Peut-être Il y a tellement de choses, le passé, il y a du mal à être vivace. Les références des temps plus jeunes, je parle de médecine. Déjà, parce que, excuse-moi, par exemple, on se rend compte que les livres qu'on a lus, nous, sont plus disponibles, en fait, aussi, il y a ça. Donc, on s'en rend compte parce qu'on les a, si on les offre, on ne peut plus. Ce qui fait qu'il y a des générations qui n'ont pas accès à certains trucs qui, pour nous, sont des classiques. Ouais, peut-être que le monde contemporain est définitivement moche. Une mécanique terrible qui va très très vite, quoi, une espèce de grosse machine qui fonce à toute allure sans savoir où elle va. Même quand j'ai dessiné le perroquet des batignolles, c'est assez long comme travail. Quand je commence à l'avion et que je le termine, les TGV ont changé de. Les logos ont changé, les gares ont été refaits. C'est horrible. Sur le demain, on voit la tour de Radio France, la maison ronde, 1963, par De Gaulle, et puis à la radio, il fallait une maison. Et bien, ce logo que vous voyez ici, qui n'est pas un logo historique, mais le logo jusqu'à la semaine dernière. J'ai vu le logo décrocher cette semaine. C'est très possible. Quand j'ai dessiné cette maison ronde, effectivement, il y a le logo dont vous parlez. Et on voit sous ce logo la trace de l'ancien logo encore qui est resté sur le mur. Et sur certaines images, je me suis amusé à graphiquement superposer les deux logos. Il y a le logo actuel et puis la trace de l'ancien logo dessous. Et je me dis qu'il y en a trois. Et voilà. Heureusement, la maison ronde, elle reste, et je suis pas la vacances. Et de toute façon, en ce qui concerne le perroquet, au fur et à mesure que les pages s'accumulent, on s'éloigne de la maison de la référence. C'est un peu le point de départ, mais on ne voit plus la réflexion de Radio France est magnifique. Je te conseille d'aller voir, c'est très très beau ce qu'ils ont fait. Tout n'est pas épouvantable. Oui, c'est pas la maison ronde, c'est pas le monde contemporain, c'est. Oui, non, ils n'ont pas tout refait l'anecdotique. C'est des salles de concert, même des déos qui n'existaient pas. C'est vrai qu'ils l'ont refait dans l'esprit de l'architecte, je ne sais pas qui c'était, mais c'est très très beau. Il y a des choses que j'apprécie beaucoup dans le monde contemporain. Ah, voilà, je crois que tu dis ça. Quelqu'un d'autre sur l'architecte de la maison de la radio? Non? Je devrais le savoir, mais j'avoue, j'ai des. Toujours est-il qu'on vient de dire donc cette. Allez, hors du temps, il y est. Et pourtant, vous n'êtes pas seul, vous êtes sollicité pour la publicité. Comment et la publicité, il n'y a rien de plus dans le temps, puisqu'il s'agit de faire la promotion d'objets, de services qui sont dont il faut vanter la modernité absolue. Comment vous vivez cette capacité avec un trait qui est hors du temps, ou en tout cas le plus dégagé des contingences pour vendre la modernité absolue? Ouais. Je sais pas, parce qu'il faudrait demander surtout aux gens qui font appel à moi, parce que la publicité, moi j'interviens dans le bureau quand on appelle, ce qui en France quand même est très fréquent, hein, mais bon, la grosse campagne que j'ai en France que les plus âgés connaissent dans la salle peut-être, c'était la voiture de Renault, le Twingo. Là, c'était en fait curieusement
très bon produit, dont vous êtes très sûr parce qu'il est révolutionnaire, que voilà, qu'il change, c'est un peu le cas de cette voiture à l'époque, et ben en fait il vaut mieux pas montrer le produit, mais voilà, il y avait un concept comme ça, si vous voulez. Donc à l'arrivée, ils m'ont appelé moi, mais ils ont appelé quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils voulaient, oui, vous savez, ils voulaient une espèce de simplification, ce qu'ils avaient déjà fait avec d'autres voitures. Donc après, je crois que je suis pas très bien. Je crois que c'est une question que vous devriez plutôt poser à des publicitaires, parce que moi je ne peux pas vous répondre très bien. Je suis désolé. Revenons peut-être alors à la bande dessinée. Vous avez donc le dernier volume, c'est celui L'ombre de moi-même, Martine Petit-Roulet. Il y a quelque chose aussi qui est dans les thématiques que les uns et les autres vous portez. Il y a toujours, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, mais il y a de la distance et de la mélancolie. C'est pas le monde, votre monde, le monde que vous montrez n'est pas forcément un monde très innocent, très, malgré presque l'innocence du trait, très joyeux. Vous revendiquez cette approche un peu mélancolique du monde. Là, j'aimerais bien qu'il dise Martini soit avec moi, parce que c'est quand même lui, comme je disais tout à l'heure, quand même le moteur de ce qu'on fait. Là, ce livre-là, il est quand même particulier parce que on a vieilli tous les deux pendant les 20 ans de nos grandes vacances. Donc là, c'est l'histoire d'un personnage vieillissant, donc comme nous. Donc on parle bien de ce qu'on connaît. Enfin, moi, je pense qu'on parle bien de ce qu'on connaît bien. Donc, bien entendu, quelque chose qui pour moi, je m'a dit, c'est que mon travail, il se veut, comment dire, avec des guillemets humoristiques. Et d'ailleurs, j'aime plutôt les choses qui me font sourire ou qui. Je suis pas tellement un lecteur de choses, enfin, en bande dessinée qui sont réalistes, sérieuses, ce qui est un goût, je ne veux pas du tout. Donc là, cette histoire, elle cherche avant tout à faire sourire. Mais c'est vrai que c'est un sourire qui coince par moments parce que bon, on essaie de mettre miel. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'amertume chez ce personnage, peut-être de mélancolie, mais j'espère aussi pour le rire, parce que nous, il nous fait rire, on essaie quand même que les gens rient, et j'espère que ça va faire rire les gens. Quand l'idée partagée, au moins avec François Hérol, parce que lui aussi aime l'humour, mais une forme d'humour qui n'est pas la gaudriole. Buster Keaton, visiblement, est l'un de vos personnages favoris, si ce n'est de vos modèles graphiques. Oui, parce que j'ai fait 2 livres qui tournent autour de Keaton. Il y avait un premier qui s'inspirait de sa silhouette, en fait. Et j'ai mis en part avec sa silhouette pour en faire un personnage. C'était pas Buster Keaton, c'était comme si je l'avais fait. Le livre s'appelle Un certain silence à l'association. Incertain, en un seul mot. Hein. Silence incertain. Et en fait, ce personnage a impliqué, c'est une histoire que j'improvise en fait, dans quelque chose que je fais d'une manière plus contrôlée. Ça a impliqué le récit en fait, c'est devenu un peintre qui ne parlait pas, qui était muet, pas en référence à Keaton. Au cinéma muet, dans les films de Keaton, le personnage n'est pas muet, c'est le cinéma qui est muet, moi j'ai changé un personnage muet. Et le peintre aussi, voilà, c'était mon point de départ. Et c'est quelqu'un qui a tellement. C'est un univers qui en soi qui est tellement au-dessus de nous pour moi. Je suis vraiment satisfait. Faut d'arriver que ça. Mais à tel point que j'ai fait un autre livre qui prolonge, qui n'est pas une bande dessinée, qui est une sorte de catalogue de films supposés perdus et retrouvés, chez Alain Bollet. J'ai imaginé de combler les trous éventuels qu'il y avait dans la carrière de Keaton en imaginant des films qu'il aurait pu ou dû faire, qu'il avait un projet pour certains, on ne sait pas où est la fiction. Et voilà, c'est une façon de prolonger en fait ce plaisir que j'ai souvent d'ailleurs d'utiliser des gens que j'admire, des artistes dans des projets narratifs en fait. J'ai fait un autre livre sur Jean-Pierre Léo comme ça, qui est une sorte de biographie, fausse biographie visuelle, avec des petites astuces, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand tu l'as fait, Jean-Pierre Léo, il est toujours vivant? Il est toujours vivant, c'est pas tué. Non, ça l'a fait, mais il a vu vite. Je sais pas. Tu n'as jamais eu été en Je crois que je l'ai envoyé. Et il n'a pas. Non, je pense. Il est assez excentrique, ça. Ouais. Bon, je ne m'attends pas
d'ailleurs, je ne fais pas. Et la vraie procès comme la forêt, Non. les Moulinsards. Alors, là, ça, on va faire ça. Et voilà, et après, il y a dans l'esthétique de Keaton quelque chose de perfection qu'on retrouve d'ailleurs, c'est marrant parce que les noms qu'on a cités, on va pas citer de noms, on aurait pu citer Horace Mackie, et c'est en continuité de Keaton, c'est pas possible. Et les références, si on commence Oui, non, alors parce que les références, ce n'est absolument pas la classe de thé de M. François Hérol, puisque par exemple, dans une affaire de caractère qui est le dernier ou l'un des derniers ouvrages travaillés qu'il avait présenté, ici on l'a eu, c'était déjà l'an dernier ou l'année d'avant, François parce que je vous ai vu le dédicacé ici même à Nérac, celui-ci. Oui. Et en l'occurrence, non, on n'a aucune référence. L'inspecteur s'appelle Edgar Sandé. Edgar Sandé, comme Edgar P. Jacobs, évidemment, mais aussi Edgar. Alors je ne sais rien. C'est volontaire. Vous saviez qu'il y avait un Edgar Sandé qui avait signé des ouvrages? Oui, Edgar Sandé, en fait, c'est le pseudo d'Edgar Faure. Edgar Faure a signé des dollars sous le nom de Edgar Sandé, S-A-N-D-A-Y. Vraiment policier. J'ai découvert ça en travaillant un peu. Vous le saviez donc avant? Oh, quel jeu, vous êtes fort. Vous êtes fort. Et ça, oui, non. Et alors, nous ne ferons pas l'inventaire, non pas à la Prévert, ça c'était hier matin à la même heure, mais l'inventaire de toutes les références littéraires, notamment, que vous avez dans ce jeu autour de la typographie aussi, mais c'est un jeu. Oui, parce qu'en fait, les références sont là dans la genèse du truc, et c'est quelque chose qui me gêne plutôt de les mettre en avant. On les voit si on les connaît, mais c'est pas non plus de. J'aime pas trop les clins d'œil en fait gratuits. C'est pas amusant comme ça, mais ça devrait être vite souvent. Et là, en fait, les références ont nécessité dans le récit, c'est elles qui ont créé le récit en fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais. Hautement recommandé. J'ai toujours emprunté à plein de sources qui me autour de cette thématique de la lettre, en fait. Parce que c'est ça, à la base, mon projet, c'est, après avoir fait beaucoup de récits sans texte, je voulais me frotter, j'aime bien passer d'un extrême à l'autre. Et j'ai voulu faire cette histoire autour de la lettre, et j'ai eu l'idée de faire une sorte d'histoire policière un peu décalquée avec ses contemporains. Et donc toutes sortes de références là se sont greffées, alors des références littéraires, de bande dessinée essentiellement. Il y a Hergé, évidemment, qui est aussi présent de plusieurs manières, Jacobs. Et tout ça, c'était pas pour faire des clins d'œil, c'était vraiment, moi j'avais envie de la même manière que j'utilise Keaton, c'est pour prolonger l'histoire des plaisirs parce que je les ai en manche. Et j'ai besoin de produire autre chose à partir de ça. Et si on ne les connaît pas, j'espère bien qu'on peut le lire comme un livre, qu'il a sa cohérence, et si on les connaît, ça prolonge peut-être le plaisir partagé. Alors, peut-être que c'est un plaisir partagé par tous les auteurs de bande dessinée, mais entre vous trois, il y a aussi un plaisir de la typographie, de la lettre. Notamment, Stanislas, j'ai l'impression qu'il y a là un vrai bonheur à travailler autour de l'alphabet, autour de la manière dont les lettres peuvent être mises en valeur. Oui, un des symboles de la bande dessinée, c'est quand même le philactère. Je trouve ça magnifique. Et j'aime bien les bandes dessinées bavardes, la bande dessinée, on a un certain temps à lire. J'ai passé ça m'a empêché de faire des bandes dessinées muettes aussi, par ailleurs. Et la lettre, pour moi, comme dans une affiche, dans une couverture de livre ou dans une page de bande dessinée, fait partie du dessin. Ça doit être intégré au dessin. C'est très important. Et le philactère aussi. Il y a des marchands de planches originales aujourd'hui qui sont des criminels qui demandent aux jeunes dessinateurs de faire des planches sans philactère. Parce que c'est vraiment mieux. Mais c'est terrible parce qu'on voit des jeunes dessinateurs qui font leur travail en fonction de la facilité qu'ils auront ou non à vendre leur planche originale après. Alors que non, une planche de bande dessinée, c'est une invention même de la bande dessinée, le philactère, même si le
phylactère lui-même veut dire également cartouche dans ce qu'on voit sur les granits, les cartouches égyptiens, c'est un phylactère. Voilà, tout ça. Et donc, moi, j'aime beaucoup ça. Je voyais François être particulièrement approuver la réflexion sur le marché, l'odieux marché de... Oui, évidemment, c'est une aberration, c'est une perversion. Une perversion. C'est évidemment. Mais la lettre, ouais, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Et le lettrage en particulier, je sais, comme on n'a pas parlé trop du dessin. Alors, je savais pas si... Oui, non, mais je ne savais pas si on allait faire quelque chose d'aussi j'allais dire, théorique, presque, une évocation de mon travail. Et la lettre, évidemment, ça dépend du... C'est quelque chose qui, effectivement, doit s'intégrer au dessin. Et moi, quand je change pas mal de techniques, du trait au pinceau, tout ça, et se pose la question du lettrage, l'idéal, c'est quand l'outil est le même pour le dessin et la lettre. Et quand on dessine au pinceau, c'est moins évident, il y a très peu de gens qui l'aident au pinceau. Il y a Baudouin qui le fait. Edmond Baudouin, avec bonheur. Grand maître du noir et blanc, passé à la couleur, mais d'abord grand maître du noir et blanc. Et donc, alors je ne prétends pas du tout maîtriser les trucs d'ailleurs, mais c'est des questions que je me pose tout le temps, et des fois je trouve que ça, effectivement, ça allait pas, il faut des soucis pour cela. Mais c'est une dimension à laquelle je suis très sensible en tant que lecteur, en tout cas. Je me souviens que Robial disait que le premier truc à regarder dans... Étienne Robial, co-créateur des éditions Fiopolis. Je fais le sous-texte là, parce que les notes de bas de page, sinon on ne peut pas suivre. Robial disait donc que la première, qui figeait une planche, au lettrage d'abord, pour lui, c'était des dimensions. De la collectionneur de lettres. C'est un autre Collectionneur, oui, collectionneur de planches originales, d'aspirateur, de ventilateur, de Mickey et d'alphabet. Il collectionnait des alphabets et il a créé des alphabets, un passionné de la lettre. Vous êtes collectionneur quand-même, vous disiez, vous êtes collectionneur, Stanislas? Oui. De quoi? Distributeur de bonbons Pèse, par exemple. Oui. Et aussi, bon, des planches originales de distribution. Oui. Ça, j'aime ça. Et puis, je suis plutôt un cladeur. Dès que je vois un truc qui m'intéresse, que ce soit un coquillage sur une plage, un baron en ce moment, dans les rues, je peux pas m'empêcher, je les ramasse. Et j'entasse ça chez moi, de temps en temps, je fais le ménage, des tissus. Les planches, oui. Je m'étais même laissé dire que vous collectionniez, peut-être n'est-ce plus le cas, les Vierges Marie. Les Vierges Marie. Oui, les petites statues de la Vierge. J'ai quelques statues, oui, chez moi. Oui, c'est vrai, chez moi, d'autres aussi. Mais oui, entre autres choses, des objets intéressants. Vous êtes collectionneur, François? Non, pas trop, mais j'ai une seule collection qui est une collection passive, si on peut dire, c'est-à-dire je ne cherche pas, mais je trouve. Je garde tous les documents qui se trouvent dans les livres, que soit j'achète d'occasion, soit que de la bibliothèque, qui ont déjà été lus, je garde, et je référencie d'origine. C'est-à-dire quand il y a un marque-page qui a été oublié, la plupart du temps c'est des marque-pages, mais on trouve n'importe quoi comme marque-page, des tampons, des temps de loyer, des trucs, et cartes postales. Et donc je garde ça, j'ai pu les exposer j'ai eu l'honneur d'être invité petite sauterie autour de la bande dessinée à Bordeaux, en Nouvelle-Chouan. le festival Regard Neuf. Voilà, et j'ai pu, il y avait un petit espace où parce que c'était lié aussi au thème de la collection, je collectionne pas, je suis un petit livre qui s'appelle Collection justement. C'est un cadeau adhérent de l'association qui prend en vente. L'idée me plaît, mais d'une manière. Comme le jeu, par exemple, j'aime le jeu dans la bande dessinée, mais je ne suis pas joueur. Scrabble, JV. Et j'aime bien l'idée des collectionneurs. J'ai fait d'ailleurs dans notre l'année, il y a plusieurs pages qui passent. Collectionneur, Philippe Petit-Roulet? Non, pas vraiment. Je collectionne peut-être des listes de Miles Davis, ça, et puis des emmerdements. Maintenant, je voudrais juste parler aussi de l'objet, parce que Stanislas, tout à l'heure, on a pris une photo, il y avait l'extincteur qui était juste à côté. Isabelle voulait qu'on le cache. Non, surtout pas cacher l'extincteur. Après, à côté de Stanislas, c'est presque un marqueur
de la personne. Vous adorez les objets, vous adorez les mettre en scène. Mais, oui, puis je jouais avec, comme je vous disais à l'instant, sur les extincteurs. Ça m'est arrivé quand je visite par exemple la FIAC de Paris. C'est assez long, c'est grand, on voit plein de choses, des sculptures, des peintures sur l'art contemporain. Et au bout d'une heure ou deux plongée dans cet univers-là, en tombant sur un extincteur, je me demandais si c'était une sculpture ou un extincteur. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure aussi, avec mon amour pour l'objet fonctionnel, le bel objet fonctionnel qui est créé pour sa fonction et rien d'autre. Et les purs. Alors on a parlé, on a cité en parlant, et on vous invite à lire les aventures de Victor Levallois qui se passent en Indochine, que vous aviez co-réalisé avec Laurent Rouillet, le scénariste. C'est des super histoires. Ça se passe pas en Indochine. L'histoire commence en 48 et on devait aller notre personnage jusqu'à la fin du XXe siècle. Et donc, quand on l'a fait chronologiquement, effectivement, il y a d'abord eu cette grande défaite coloniale de la première de l'histoire de France, avec toute l'Europe. Et après, on revient en France pour la reconstruction de la guerre, etc. On les avait découvertes, ces aventures. Vous les aviez prépubliées? Non, c'était parce que c'est des humanos qui sortent. C'est dans une manuel de la sociologie. Et là, je n'ai pas connu de publication jeune. Je suis arrivé, mais c'était vraiment disparaître, à suivre aussi. Ligne discrète. Oui, mais ça, c'est encore pas. Voilà, on revient aux objets. Vous avez mis un de vos personnages, Coutinox, et là aussi c'est l'épure du robot, enfin quelque chose de. Oui, c'est en gros une allégorie très simple. Comme disait un journaliste à l'époque, habillé en peau de Tintin, en peau de fusée de Tintin, puisqu'il a une combinaison en acier au humain. Et donc lui, c'est la spécialité machine. Donc ça m'a permis de. Parce que j'aime beaucoup la bande dessinée et j'aime bien explorer tout ce qui est possible, de l'humour à l'aventure, en passant par la biographie, par l'expérimental, par l'enfant, adulte, et aussi le documentaire. J'aime beaucoup les documentaires. J'ai toujours aimé ça, et j'ai fait un album à l'association qui s'appelle Objets du XXe siècle, où Toutinox présente des objets du XXe siècle phares, importants, qui n'existent plus aujourd'hui, qu'on n'est plus capable de faire aujourd'hui, comme le comptoir, par exemple. Je vous préviens, il en reste deux à la librairie, Objets du XXe siècle. Et donc cet album est conclu par un objet utopique, une machine sculpture utopique, improbable, selon le geste. Et c'est les immeubles. Les immeubles avec une maquette à faire. Et donc là, effectivement, cette année, j'ai sorti chez Les Rêveurs, c'est un album qui est un album très original, voire étrange, et c'est l'histoire de l'immeuble en quelques images, avec à la fin la possibilité pour le lecteur de voir cet objet en 3D, en construisant une maquette en papier. Chez Les Rêveurs, encore un éditeur, on va dire, un peu confidentiel. Nous avons essayé de mettre en lumière là trois parcours, trois personnalités, trois œuvres évoquées. Nous ne sommes pas rentrés effectivement dans le détail de la manière dont vous travaillez. Ça sera pour une autre fois. C'est une invitation à vous découvrir, à aller voir à la librairie, à ouvrir vos livres et peut-être non seulement les acheter, mais à venir vous rencontrer cet après-midi pour les faire dédicacer. Nous avons donc un peu discuté, nous reviendrons là-dessus s'il le faut, avec Philippe Petit-Roulet, dont le dernier ouvrage paru chez Cornelius, L'ombre de Bohème, avec Martigny, est en vente ici même, donc à découvrir, formidable. Nous avons également, il y a ce que vous évoquiez sur les petits travaux du New Yorker qui sont rassemblés, Spot, aux éditions Cornelius. On y trouve également vos petits ouvrages, Petit-Roulet, Le chien invisible et d'autres chez Cornelius. Stanislas, il n'y a plus donc les aventures d'Hergé à découvrir aujourd'hui, nous attendrons la prochaine édition. L'Elimob est bien ici. Nous avons également, pour les plus jeunes, en tout public, mais c'est un plaisir visuel très riche,
aux éditions Thierry Magnier, L'immeuble, et bien d'autres ouvrages à découvrir. Et François Hérol, nous ne saurions trop, j'ai oublié en passant le perroquet des Batignolles, évidemment, que vous pourrez trouver là. Et François Hérol, nous ne saurons trop vous inviter, cher public, à découvrir Une affaire de caractère aux éditions Delcourt. Vous pouvez savoir jusqu'à quel point ce garçon est particulièrement discret. Figurez-vous qu'il y a un auteur à succès chez Delcourt qui s'appelle Hérol, mais c'est pas François. Donc, c'est quand même pervers d'aller chez l'éditeur qui a un gars qui s'appelle Alain Hérol, et qui vend des séries au long cours. Donc, ils avaient besoin d'un auteur à un succès. Et en l'occurrence, c'est un magnifique album qui mérite tout le succès et qui a déjà rencontré son public largement. Les petites pattes de mouche que les uns et les autres font à l'association, puisque on croise les uns et les autres à l'association, ou les uns et les autres chez Alain Paulet, ou chez les deux, ou chez Cornelius, donc chez tous ces petits éditeurs qui montrent bien que vous êtes d'une même famille. L'amour sans peine, et nous aurions pu également évoquer les plumes, nous aurions pu évoquer oui, les parleurs, non, les parleurs, les penseurs. Donc beaucoup de réflexions sur une manière ambitieuse de faire de la bande dessinée. Merci à vous de nous avoir accordé ces instants. Merci, cher public, de nous avoir écoutés.